La deuxième partie va être assurée par Aurélia Aurita, ici présente. Aurélia Aurita, qui est non seulement une grande autrice, mais une amie de longue date. J'ai d'abord été son éditeur, et nous avons traversé ensemble l'aventure, parfois tumultueuse, de Fraises et Chocolat. Je l'ai vu évoluer, transformer, élargir son registre, notamment avec l'album LAP, un roman d'apprentissage sur le lycée autogéré de Paris, où elle montrait toutes ses qualités d'observation et de réflexion. Nous avons collaboré délicieusement ensemble pour l'album Comme un chef, où elle a accepté de mettre en image mes aventures culinaires de jeunesse. Et elle vient de réaliser un livre magnifique, bouleversant et gourmand, que je vous recommande chaleureusement, La vie gourmande. Mais donc, Aurélia aura l'élégance, dans l'heure qui va suivre, de ne pas vous parler d'elle et de vous parler d'un album formidable de Bret Stephens, Les Rigoles. Voilà, on va changer de PowerPoint et je vais lui passer la parole dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à Benoît pour son amitié et sa confiance renouvelée depuis... en fait, on se connaît depuis 17 ans. On a commencé à travailler ensemble il y a 17 ans. Il a d'abord été mon éditeur et plus récemment mon scénariste pour Comme un chef. Donc voilà, je vais faire une présentation d'un album que j'admire beaucoup, Les Rigoles de Bret Stephens. La présentation prendra une forme un peu libre, donc voilà, c'est une première pour moi. Et voilà, je vais commencer. Des baskets empilées les unes sur les autres, un masque de Guy Fawkes, des livres, Life of Pi, Fight Club, Siddhartha, une lampe de chevet, des boots de neige, un vase, un extracteur à jus, une platine de mixage, une boule disco, un blender, une PlayStation, une bouilloire, un ukulélé électrique de forme ananas, du linge empilé, un projecteur de diapositives, un Polaroid, un skateboard, un hoverboard, une sacoche, une pile de sweatshirts, des flacons en verre ou en plastique, une tête de serre empaillée, un clavier synthétiseur, une peluche Gizmo, une statue de Shiva, un monocycle, un mannequin écho. Sur les cases, un dialogue en deux couleurs, bleu et jaune. C'est une conversation téléphonique où l'on apprend que l'homme de dos, Jonah, quitte sa ville pour rejoindre sa petite amie à Berlin. Les cases représentent l'intérieur de cartons de déménagement. Toute une vie résumée en objets. Les déménageurs arrivent le lendemain. Il lui reste une soirée dans cette ville. Il appelle ses amis, mais aucun n'est disponible. Dépité, il se fait un rail de coke sur l'un des cartons, sort de son appartement. Un pigeon mort se trouve devant sa porte. Il le met dans un sac plastique et descend à pied par la cage d'escalier. Après les cases cartons de déménagement, ce sont les cases appartements, représentant avec un niveau de détail vertigineux, obsessionnel, des fragments de la vie des autres. Un immense 11 est inscrit sur la porte d'entrée de l'immeuble sans nom de rue, dans une ville pour l'instant inconnue du lecteur. La ville, on la découvre en suivant Jonah, perdu au milieu de la foule, mais reconnaissable à son habit bleu turquoise. En fait, tout est bleu turquoise en Jonah, même sa peau. Un nom de rue apparaît enfin, celle du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris. Ce quartier est assez fidèlement représenté, avec ses boutiques de soins de beauté africains, ses épiceries indiennes, son Western Union, sa foule cosmopolite, un bus qui a pour terminus Belleville. Mais déjà figurent quelques indices que ce n'est pas une représentation documentaire. Une station de métro dont le nom coupé se termine par Atarina, des publicités en anglais, des personnages à la peau verte, bleue, jaune vif, rose bonbon, avec une tête d'oiseau, de batracien, voire d'extraterrestre. Jonah entre finalement dans un restaurant qui sera le lieu où l'histoire commence, dans un brouhaha de conversation d'où les trois personnages principaux vont émerger peu à peu.
Donc voilà, cette petite introduction comme une description pour vous faire entrer à ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de lire les rigoles, pour vous faire entrer dans la présentation comme on entre dans le livre. En fait, dans un fouillis, moi, ça m'a fait, la première fois que je l'ai lu, ça m'a fait l'effet, voilà, c'est un petit peu comme un provincial qui débarque de son TER ou une banlieusarde qui débarque de son RER et il est ébloui, elle est éblouie par les lumières de la grande ville. Alors la grande ville, on ne sait pas vraiment quelle est cette grande ville. On a des indices, belle ville, mais très vite, voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui montrent que c'est plutôt la quintessence d'une ville. Et donc c'est dans ce fouillis, dans cette quintessence de grande ville qu'on débarque dans les rigoles avec ses multiples personnages. Et finalement, on va se demander, mais en fait, où donner de la tête dans tout ce chaos? Et donc voilà, c'est comme ça commencent les rigoles. Et c'est le 4e roman graphique paru en français d'un auteur belge d'expression flamande, qui est né en 1986 à Hasselt. Il a fait ses études à l'Institut des Beaux-Arts Saint-Luc de Gand. Et à 22 ans à peine, il publie Les Noceurs, qui est son travail de fin d'études. Alors, Les Noceurs, il a été immédiatement remarqué par la critique. En 2010, il reçoit le prix en Belgique, le prix Villiers-Wenderstein. L'année suivante, le prix de l'audace à Angoulême. Ça lui va très bien. Et donc, il devient très vite un illustrateur dont on s'arrache les dessins. Il a fait beaucoup de fresques monumentales, un court-métrage d'animation. Plus récemment, il a dessiné un globe terrestre, enfin, une sculpture. Il a peint je ne sais pas comment le décrire, à la Philharmonie de Paris, un monde. Et ça lui va très bien aussi, parce que ces BD, c'est avant tout la description d'un monde. C'est ce que je vais essayer de vous dire un peu dans cette présentation. Comment résumer les rigoles? Alors, c'est à la fois très simple et très compliqué. Le synopsis tient en 5 lignes ou 5 phrases. Donc, c'est l'histoire de 3 jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui se trouvent dans le même restaurant au début de l'histoire. Un incident éclate qui provoque la fuite des personnages à travers la ville. Les 3 ne se rencontrent jamais et aucun n'est fondamentalement transformé par les épreuves qu'ils traversent. Leur seul point commun, c'est qu'ils sont chacun en fuite, et selon moi, en fuite d'eux-mêmes. Mais c'est peine perdue. La réalité les rattrape, avec plus ou moins de violence. Donc ça, c'est comme ça que j'ai choisi de résumer les rigoles. Mais effectivement, quand on a dit ça, est-ce qu'on a vraiment raconté le livre? Je ne pense pas. Donc, je vais prendre les mots de l'auteur lui-même, qui a donné, lors de la sortie des rigoles, 2 excellentes interviews sur France Culture que je vous recommande pour comprendre un peu sa manière de travailler. L'une, c'est Par les temps qui courent, par Marie Richeux, et l'autre, c'est Mauvais genre, par François Angelier et Antoine Guillot. Donc ça, ces 4 citations sont tirées de ces 2 interviews. Donc pour lui, Les Rigoles devait être un livre excessivement maximaliste. Un monde entre 2 cartons, une ville format poche. Je l'ai amené ici, donc voilà. Une ville format poche dans laquelle on puisse s'y plonger et s'y perdre. Et quand il dit ça, s'y plonger et s'y perdre, dans l'interview, il parle du rôle de la narration. Parce que l'œuvre de Bret Stephens est indéniablement picturale, mais surtout, c'est un véritable raconteur d'histoire. Et pour lui, il le théorise comme ça, c'est que pour qu'on puisse se plonger dans un livre, rien de tel qu'une histoire, une vraie histoire. Et donc, voilà. Et on se retrouve plongé dans le... Donc ça, c'est juste la terrasse d'un café, dans un restaurant, où les 3 personnages qu'on ne distingue pas encore sont noyés dans un brouhaha de 50 conversations. Et voilà ce que Bret Stephens dit à propos de cette page. Je voulais au début qu'on ait l'impression qu'on aurait pu choisir. Il y a 50 conversations qui se passent sur cette terrasse et qu'on aurait pu suivre quiconque et passer une nuit intéressante. Je suis le directeur artistique de ça. Je vais quand même choisir qui vous allez suivre, mais je veux qu'on ait l'impression qu'on aurait pu ouvrir une petite porte et qu'il y ait encore un monde derrière ça. Donc voilà, j'ai sauvagement encerclé en bleu, en rouge et en vert
les 3 personnages principaux des Rigoles. J'ai respecté le code couleur parce que je vous dirai après que c'est très important pour qu'on reconnaisse qui parle, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de phylactère. Et ça pose beaucoup de problèmes pour un auteur de BD. Pas de phylactère et pas de flèche, je ne sais pas comment ça s'appelle, de flèche qui désigne qui parle. Et donc, en fait, Jonah est en bleu, donc quand il va parler, c'est en bleu. Rodolphe en rouge et Victoria, elle est habillée en jaune, enfin, elle a la peau jaune, mais elle est habillée en vert. Donc, en fait, quand elle parle, ça sera du vert. Donc voilà, en fait, là, dans cette interview, dans l'une des 2 interviews de France Culture, Brecht Evans nous donne les secrets de cette planche que vous avez vue au début. J'ai entendu quelques soupirs d'émerveillement ou d'effroi, je ne sais pas. Mais en fait, c'est l'immeuble de Jonah. Et en fait, c'est une référence directe à l'immeuble créé par Georges Perec dans La vie, mode d'emploi. Donc là, j'ai pris sur Internet un schéma de cet immeuble. Et Brecht Evans a vraiment voulu reproduire une coupe de son immeuble. Et en même temps, c'est pas... alors là, je reviens au premier cours de Benoît de son séminaire, dans lequel il parle de l'espace, de temps et de la manière dont les deux s'articulent dans une planche de bande dessinée. Ce qui est important dans cette planche, c'est qu'en fait, il y a 2 modes temporels. C'est-à-dire qu'il y a le mode à un instant T, l'immeuble de... Bon, la vie mode d'emploi, mais l'immeuble des Rigoles, on va dire. Donc c'est une coupe où il y a chacun des personnages représentés dans son appartement. Mais en fait, là je l'ai souligné dans la cage d'escalier, quand Jonah descend avec son pigeon mort, en fait il y a une séquence. Donc on le voit, et qu'est-ce qui fait la séquence? Eh bien c'est la répétition d'un même personnage. Donc là on le voit descendre un à un les étages de son immeuble. En fait, Les Rigoles fait partie de ces livres avec une ambition totalisante. Un petit peu donc, comme le livre de Perec, mais moi j'ai beaucoup pensé aussi à La Comédie humaine de Balzac. Alors Brecht Evans, étant né en 86, il n'a pas eu le temps encore d'écrire toute sa Comédie humaine, mais pour l'instant je remarque que en fait il y a des personnages qui reviennent, et notamment dans son premier album de fin d'études, Les Noceurs et Les Rigoles. Et en fait, cette répétition des mêmes personnages, alors on a beaucoup parlé d'espace intericonique, mais je pense qu'on peut aussi parler d'espace interlivre, dans une intertextualité où finalement plus les personnages se démultiplient, plus ils acquièrent une espèce d'épaisseur, une réalité qui échappe presque aux créateurs, en fait, comme s'ils avaient leur vie propre. Donc là, c'est juste un exemple. Donc l'extrait à gauche, c'est un extrait des Noceurs, et à droite, c'est Les Rigoles, où on voit les mêmes personnages qui reviennent. Sauf que dans les Noceurs, donc c'est Roby et Gert, les deux personnages principaux, et on voit que dans Les Rigoles, Roby, donc celui qui a la salopette rayé, il est juste un figurant, c'est un ami de Rodolphe, l'un des personnages principaux. Donc toujours les mêmes personnages reviennent d'un album à l'autre, mais aussi les mêmes lieux, et notamment le mythique Disco Harem, donc cette boîte de nuit où les personnages se croisent, et là je montre le Disco Harem à 2 époques, en 2009 avec Les Noceurs et en 2018 avec Les Rigoles. Donc, je vais me parler des personnages. Effectivement, l'histoire se concentre autour de 3 personnages principaux, même si Brecht Evans met 100 pages à peu près à les faire émerger. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il met le premier tiers du livre juste pour installer le décor et les personnages. Donc, je vais résumer brièvement les arcs narratifs et les personnalités, mais ce n'est pas l'essentiel pour moi dans cette présentation. Donc, Jonah, tout d'abord. En fait, Jonah, c'est un petit voyou qui a trempé dans des trafics. On ne sait pas si c'est de la drogue ou du recel de matériel électronique. Et en fait, il quitte. Donc, les premières pages du livre s'ouvrent sur sa fuite vers Berlin. Donc, il a fait de la prison, et notamment avec Buzz, que vous voyez, le grand bonhomme. C'est un caïd local à qui il doit 15 000 €. Donc, en fait, sa fuite, c'est vraiment une fuite absolue. Mais manque de bol, donc sinon il n'y aurait pas d'histoire. Jonah, dans ce restaurant que vous avez vu tout à l'heure, croise Buzz. Et donc Buzz qui n'est pas très content de savoir que Jonah s'apprête à partir sans avoir réglé sa dette. Et en fait, Buzz, même si les 3 histoires ne se croisent jamais, ils ne se connaissent pas, ils ne vont jamais vraiment échanger, Buzz va servir d'élément perturbateur.
D'abord dans l'arc narratif qui concerne Jonah, puisqu'il va déclencher une bagarre. Il commence à maltraiter un chien et ça va déclencher une bagarre générale qui va entraîner la fuite à travers Paris des deux personnages. Mais il va aussi intervenir sur les deux autres arcs narratifs de Rodolphe et de Victoria, que je vais présenter tout de suite, brièvement. Donc Rodolphe, que vous avez vu tout à l'heure en train de faire la fête au disco harem avec ses potes Robbie et le sultan, Rodolphe était un ancien roi de la nuit. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie. On sait à la fin qu'il a 27 ans, mais en gros, ce n'est pas important son métier. En fait, son statut social, son charisme dépend d'autre chose, quelque chose que Bret Evans a déjà évoqué dans son précédent livre Les Noceurs, la popularité. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est charismatique? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un séduit toutes les femmes à ses entrées partout? En tout cas, Rodolphe est ce personnage-là. Mais au début des rigoles, Rodolphe est au plus bas. Il est en dépression, et donc là on le voit avec un paquet de papier toilette sous le bras, il se promène avec, il est complètement perdu. Et en fait, Buzz, sa rencontre avec Buzz, qui n'en est pas vraiment une, mais Buzz va renverser son verre rempli de drogue sur le costume de Rodolphe. La drogue va pénétrer par les pores de sa peau, et Rodolphe va redevenir, pendant une nuit, j'ai oublié de préciser que l'action du livre se passe sur une nuit. Elle commence vers l'heure du dîner et se termine à l'aube, au petit matin. Et donc, Rodolphe va devenir pour une nuit le baron Samedi, qui était son surnom. Et donc, voilà, il va lui arriver... Tout ça, c'est vraiment une errance, comme... tout le livre est une longue errance. Mais dans le cas de Rodolphe, c'est encore plus vrai, parce qu'il y a la drogue qui va lui faire des hallucinations, et il va entrer dans un délire mystique et mégalomane. Donc, la dernière héroïne des rigoles s'appelle Victoria. Alors Victoria, c'est une jeune femme sensible qui a le sens de la fête aussi, mais des problèmes psychiatriques l'ont retenue dans une institution. Et elle débarre les rigoles entourée de ses proches qui la surprotègent, donc sa sœur Sarah, son ex Michael et sa nouvelle femme Lola, qui font tout pour qu'elle n'aille pas en boîte, alors que voilà, grâce à l'incident, à la bagarre générale déclenchée par Buzz et à une crise, elle va réussir à s'enfuir, à s'échapper de sa famille avec une danseuse de pole dance. Donc c'est le milieu de la nuit, et donc elle va errer à travers Paris. Et alors qu'enfin elle a ce frisson de liberté, elle va enfin pouvoir aller en boîte. En fait, elle passe sa soirée dans le taxi. Devant l'offre pléthorique des boîtes de nuit à Paris, elle préfère rester dans le taxi. Dont je vais parler tout à l'heure, qui a un rôle primordial dans les rigoles, le taxi qui est là pour lui raconter des histoires, pour nous raconter des histoires et faire passer le temps d'une soirée. Donc voilà, donc Victoria a un arc narratif plutôt stable. Il n'y a vraiment pas de changement, alors que Jonah, c'est plutôt la dégringolade, parce qu'avec les péripéties entraînées par Buzz, en fait, il va se réveiller à côté du cadavre de Buzz. Bon, c'est un spoiler, mais en fait, c'est comme l'histoire, c'est l'ambiance qui est la plus importante. Et Rodolphe, au contraire, va monter. Alors, comme la drogue, il y a des hauts et des downs, mais ça sera plutôt un arc montant, alors que Victoria, c'est stable. Je ne sais pas si Bret Evans il faudrait qu'on lui demande, mais je ne sais pas s'il a vraiment conçu son livre comme ça. Donc les deux interviews que j'ai écoutées de lui et les articles que j'ai lus ne m'ont pas permis de trouver la formule des rigoles. Donc je me suis débrouillée toute seule, et donc j'ai essayé de la reconstituer. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait sur plusieurs mois. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est, en fait, comme les rigoles, il n'y a pas de chapitrage, il n'y a même pas de numéro de page, tout est fait pour nous perdre, j'ai essayé de me raccrocher à quelque chose et j'ai fait un chemin de fer. Et donc ça, c'est un chemin de fer, page après page, de toutes les scènes des rigoles. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui délimite une scène? Et j'ai découvert avec ce travail que c'était l'entrée et la sortie d'un personnage principal. Mais comme c'est un récit polyphonique, quelquefois le personnage est là, mais il est figurant. Donc c'est ce que j'ai représenté par les petits points. En fait, la barre pleine, c'est quand le personnage est actif dans l'histoire, et le petit point, c'est quand il est présent, visible à l'image. Donc à partir de ça, j'ai pu faire un découpage en scène. Et surtout, je me suis demandé, puisque tout est fait dans l'œuvre de Bret Evans pour nous perdre, pour brouiller les frontières entre personnages principaux et secondaires. Donc j'ai fait quelque chose de très mathématique, j'ai compté.
J'ai compté le nombre d'apparitions voilà, de chaque personnage. Et effectivement, voilà, alors il n'y a pas tous les personnages, mais je les ai classés même en fonction du nombre de pages qu'ils ont. Donc, sans grande surprise, dans le peloton de tête, Rodolphe, avec 130 pages, Victoria 113 et Jonah 111. Et en fait, bon, tout ce travail, ça m'a forcé à me poser la question, parce que moi, je suis autrice de BD, donc je pratique, donc c'est rare que j'ai l'occasion d'analyser, sauf là, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'un personnage, qu'est-ce qui définit le degré d'importance d'un personnage? Bon, j'ai quelques réponses un peu intuitives, c'est-à-dire déjà le nombre de ses apparitions, mais aussi est-ce qu'il a un passé, est-ce qu'on connaît ses motivations, etc. Et comme dans Les Rigoles, tout se fait sur le mode du dialogue, il y a des personnages qui ne sont là, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de phylactère de pensée, on n'a pas un accès direct sur la pensée des personnages. Donc en fait, il y a des personnages, par exemple, tout à la fin, Jasmine qui n'a que 28 pages et Arthur, des personnages dont on ne sait rien et qui sont surtout là. Alors je ne dirais pas comme faire valoir parce que ce serait un peu condescendant, mais en fait ils sont là juste pour faire parler les personnages, et notamment Rodolphe. Et ça, c'est une des conséquences finalement d'un choix narratif. Et j'ai trouvé ça passionnant de voir comment un choix, le fait de se passer de phylactère et de se passer et de tout faire sur le mode du dialogue impliquait une construction assez spéciale en termes d'interaction des personnages. Donc j'ai déjà parlé de Carmen, la danseuse de pole dance qui enlève Victoria. Et là, je fais un petit teaser sur Dominique, qui est le taxi, qui va faire le lien, la liaison à tous les sens du terme. Donc la liaison en fait d'un point à un autre, parce que les trois personnages vont prendre le taxi à des endroits différents, à des moments différents de l'histoire. Et aussi la liaison, voilà, elle va faire une espèce de lien dans l'histoire. Elle ou il, parce qu'il y a une ambiguïté sur son genre. Voilà, et donc j'en ai profité aussi pour compter le nombre de lieux. Donc l'unité de temps, j'ai déjà dit que c'était une nuit. Mais les lieux, c'est d'abord le restaurant avec 119 pages. Ensuite, la rue, donc au sens large, beaucoup de déambulations dans la rue. Et le troisième, c'est l'intérieur du taxi, donc avec 43 pages quand même. Voilà, donc après ce chemin de fer... en fait, voilà, ça nous amène sur l'importance du personnage et sur la subjectivité. Donc, il n'y a pas de case. Donc, non seulement il n'y a pas de phylactère, mais il n'y a pas de case. C'est vraiment très perturbant pour des gens qui ont l'habitude de lire plus des BD classiques. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace intericonique. C'est-à-dire que voilà, la bande dessinée n'a pas besoin de cases pour faire la séquence. Là, j'ai pris une page du début où justement... c'est Jonah qui appelle tous ses amis, où chacun n'a que des excuses pour ne pas le voir. Et quand on voit cette planche un peu comme ça, on pourrait dire « Ah, mais c'est une foule, c'est des gens qui parlent au téléphone dans une foule. » Et en fait, ce qui fait la séquence, c'est le dialogue. Donc, quand on se plonge un peu plus en détail, on voit que voilà, tous ces personnages sont en dialogue avec Jonah, dont les paroles sont en bleu. Et c'est comme ça que l'histoire est lisible. Et donc, à chaque personnage, par exemple, le premier a les cheveux rouges, et donc il parle en rouge. La deuxième a les cheveux orange, elle parle en orange. Et en fait, tout ça, c'est ce qui constitue la séquence. Et donc, il y a une grande liberté dans la construction de la séquence. Et même, alors ça, le seul exemple que j'ai en tête, là dans la deuxième case, il y a une répétition d'un personnage dans la même image. C'est-à-dire que parfois on peut parler de blanc intericonique, mais là, il n'y a même pas de blanc dans cette image. Donc il y a 5 Rodolphe. Alors évidemment, Rodolphe n'a pas encore le don d'ubiquité, mais ça correspond à 5 étapes. Donc là, c'est une scène qui correspond après le restaurant, il vient d'avoir la drogue sur lui, et finalement, c'est petit à petit la drogue qui fait effet. Dans la première image, il titube, dans la deuxième image, il vomit, dans la troisième, il commence à s'essuyer, et puis dans la quatrième, il hèle un taxi, et dans la cinquième, on le voit dans le taxi. Donc voilà, en fait, je pense que je ne sais pas si c'était conscient pour Bret Stephens, mais le fait qu'il n'y ait pas de case, ça donne une lecture beaucoup plus fluide, presque liquide en fait. Et on est immergé, en fait, voilà, on est comme dans une mer, un océan. Voilà, c'est vraiment la sensation qu'on a. Et je trouve ça exceptionnel qu'un livre puisse nous faire éprouver des sensations physiques.
et presque un peu la nausée, comme dans ce cas où Rodolphe, là on est avec lui, on hallucine avec lui, on vomit avec lui, et on part avec lui dans le taxi. Donc, en fait, tout ça, ça va m'amener à la subjectivité, parce qu'en fait, on se demande où est le narrateur dans tout ça. Est-ce que donc il n'y a pas de narrateur omniscient, il n'y a pas de récitatif, il n'y a pas il était une fois, il n'y a rien de tout ça. On est plongé dans l'histoire, juste des dialogues. Et je vais faire un petit crochet par un élément que Benoît Mouchard avait déjà évoqué dans sa conférence sur la marque jaune. C'est sur la caméra subjective, qu'on voit un petit peu au cinéma, mais qui est encore plus rare en bande dessinée. Donc il avait cité l'exemple donc du champ contre champ. Et là, je voudrais ajouter à l'exemple de la marque jaune un exemple un peu plus récent, tiré du journal de Fabrice No, une œuvre autobiographique pionnière en termes d'autobiographie en France, et d'ailleurs qui est très intéressante, qui dit beaucoup de choses sur notre rapport à l'image. Et donc là, on voit vraiment un champ contre champ, le narrateur, à la première personne, qui prend une photo de son modèle et son amoureux. Et donc voilà, il y a vraiment, là c'est vraiment de la caméra subjective. Dans les rigoles, il y a un petit peu de ça. Par exemple là, en bas, c'est vraiment de la caméra subjective. On voit ce que Rodolphe voit au restaurant. Alors, par rapport au dessin réaliste, comme on a vu dans le journal de Fabrice No, le dessin expressionniste Brecht-Evans nous permet d'ajouter une dimension supplémentaire. Là, Rodolphe est dans un brouillard. Il est en pleine dépression, peut-être qu'il est sous traitement, et ce qu'on voit, c'est ce qu'il voit, c'est-à-dire que, en fait, on n'arrive pas à lire. Il n'arrive pas à lire les plats, il n'arrive pas à choisir. Trop de choix et il n'arrive pas du tout. Mais ça, c'est pas seulement un exemple de la représentation de la subjectivité des personnages. En haut, à gauche, vous pouvez voir, alors c'est 2 ou 3 pages avant. Donc Rodolphe arrive dans le restaurant comme dans un brouillard. Donc tout est dessiné, il n'y a que lui qui soit net dans l'image, et tout est dans un brouillard. À un moment, il y a des femmes qui voient qu'il a un paquet de papier toilette et qui se moquent de lui. Et là, tout à coup, le dessin est un tout petit peu plus net, parce qu'on sent que Rodolphe perçoit les moqueries. Et puis ensuite, dans la case suivante, qui n'en est pas une, dans l'image suivante, on les voit retourner dans le brouillard. Donc ça, j'ai déjà décrit tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dans les hallucinations, donc on voit ce qu'il voit. Là, c'est encore Rodolphe. Alors, c'est vers la fin du livre où il manque de se noyer. Alors, c'est pas 2 pages qui se suivent, mais il y a 2 ou 3 pages entre les deux. Mais dans la séquence de gauche, on voit en caméra objective, entre guillemets, Rodolphe en train de se noyer. Et dans la page de droite, je trouve ça formidable parce qu'on voit le niveau de l'eau. On est vraiment dans l'eau avec Rodolphe et on voit le paysage qui se brouille depuis la mer, en fait. Donc, ça, c'est un autre exemple de la subjectivité, cette fois-ci de Victoria. Donc là, on est dans la scène du restaurant, après la bagarre, je crois, et là, en fait, elle fait une crise. Et on voit dans la première bande que ses proches essayent de la maîtriser. Et dans la première et la troisième. Dans la bande du milieu, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de case, et là, c'est un des seuls endroits où il y a quelque chose qui ressemble plus à une case, et même un gaufrier classique. Et je dirais même une gaufre bruxelloise, pas liégeoise. Mais tout ça, c'est pas gratuit. Tout ça, c'est jamais purement illustratif. Ces cases, cette gaufre, représente ce que voit Victoria dans sa crise. Donc en fait, la petite taille des cases, et c'est quelque chose que j'ai compris, une chose que j'ai comprise grâce à notamment Scott McCloud, c'est que la taille de la case conditionne aussi notre perception du temps. Et là, cette petite case, ça donne un effet presque stroboscopique, comme si on était dans des flashs. Donc on voit un bout de main, on voit tout du point de Victoria, là on voit son pied qui donne des coups de pied. Et donc c'est très dynamique. Mais en fait, tout ça n'a qu'un seul but, c'est de nous faire rentrer dans la tête et dans les émotions de Victoria. Un peu plus tard dans le livre, on voit encore Victoria, alors dans ce taxi où elle essaye de trouver une boîte de nuit, et en fait elle n'y arrive pas, il y a trop de choix. C'est la ville mondialisée, il y a trop de choix. Elle est écrasée devant ce choix. Et là, cette série de cases va montrer, c'est le reflet, non, en fait c'est Victoria dans son taxi,
et en surimpression le reflet des barques qui défilent. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que dans la même image, on voit une superposition du champ contre champ. Et ça m'a fait penser alors à un film qui se passe beaucoup dans un taxi aussi, donc Taxi Driver de Martin Scorsese. C'est les tout débuts avec cette musique lancinante de Bernard Herrmann, où finalement on suit à travers cette succession de chant contre chant l'errance du personnage intérieur, en même temps qui correspond à l'errance à travers les villes. Et là, la superposition, je la vois. Et j'espère que, voilà, c'est juste une interprétation, mais dans les yeux, on voit les reflets de la ville qui se reflètent dans les yeux du personnage joué par Robert De Niro. Donc c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc voilà, toujours dans le taxi, toujours du point de vue de Victoria. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai quand même travaillé plusieurs mois sur ce livre, mais c'est seulement en faisant cette présentation que je me suis rendu compte j'ai découvert encore une autre chose. En fait, on reprend le thème de justement le trop-plein de choix. Tout ça, c'est des noms de bars. Et en fait, ça se passe dans le taxi. On voit sur la page de gauche la silhouette de Carmen, la danseuse de pole dance. Et sur la page de droite, c'est la silhouette de Victoria. Et en fait, elles sont complètement envahies par l'écriture jusqu'à faire corps avec l'écriture. Et on voit juste deux petites, je ne sais pas si vous pouvez les voir, deux petites bulles de dialogue, enfin bulles, voilà, encore une fois, il n'y a pas de phylactère. Donc Carmen qui lui dit, donc, qui parle en orange, « Ça va, Vic ?» Et Victoria qui lui répond, « On peut ouvrir une fenêtre ?» Donc voilà, et je vais... Quant à Jonah, donc étonnamment, c'est celui des trois personnages dont on voit le moins la subjectivité dans la rigole. On le voit toujours de l'extérieur, et le seul moment où on voit un peu ce qu'il y a dans sa tête, et c'est même pas des émotions en fait, c'est comme s'il n'avait pas d'émotions. C'est à la fin du livre, quand il se réveille après une nuit vraiment minable, où il termine avec deux prostituées rencontrées à Belleville dans un appartement. Il se réveille le matin à côté du cadavre de Buzz. Il doit partir. En fait, il est déjà en retard pour son déménagement. Il est enfermé chez Buzz, à côté de son gros cadavre, comme le serpent de mer de la Dolce Vita. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Et donc, il se met à la fenêtre du 4e étage, et là, c'est tout ce qu'il y a dans tous les scénarios qu'il échafaude. Donc, est-ce qu'il doit glisser le long de l'enseigne? Est-ce qu'il doit escalader voilà. Et tout ça, c'est pour l'emmener à sa destination rêvée, donc rejoindre sa belle à Berlin. Brecht Evans aimant les fins ouvertes et sans résolution, la clôture de l'arc narratif de Jonah se termine sur cette fin ouverte. On ne sait pas du tout s'il va réussir à s'échapper de l'appartement de Buzz. Alors, en fait, toute cette fluidité, toutes ces métamorphoses dans la subjectivité, elle est possible grâce au dessin et à cette invention graphique que Brecht Evans a par rapport à un trait fondamental de la bande dessinée, théorisé par Topfer, qui est la ressemblance d'un personnage d'une séquence à l'autre. Donc Topfer, alors moi je n'ai pas lu Topfer directement, mais c'est grâce au séminaire de Ben Peters que j'ai appris qu'il distinguait les signes permanents et non permanents. Les traits de personnalité, comme la forme de la courbure d'un nez, et les traits d'expression, comme un sourire. Et en fait, tout l'enjeu, alors ça concerne tous les dessinateurs et les dessinatrices de BD, c'est de faire en sorte qu'un personnage se ressemble d'une case à l'autre. Sinon, il n'y a pas de BD. Et en fait, Brecht Evans fait un pas de côté par rapport à ça. Là, vous voyez, c'est toutes les étapes par lesquelles passe Rodolphe. Mais comme il faut quand même qu'on reconnaisse le personnage, il utilise les codes couleurs. Donc la peau rouge, quand on voit quelqu'un avec la peau rouge, c'est Rodolphe. Et même au début du livre, alors il aime bien typer donner des accessoires vestimentaires bien précis aux personnages pour qu'on les identifie à tous les coups. Au début du livre, Rodolphe a un chapeau et un costume particulier. Et en fait, là, il va changer un peu parce qu'il va traverser des états, mais en gros, il utilise la couleur et les accessoires.
Donc là, c'est encore un exemple, toujours dans Les Rigoles, où Rodolphe danse avec une jeune femme qui s'appelle Naomi, qu'on voit déjà dans Les Noceurs. Et on voit vraiment l'usage de la couleur. Donc Rodolphe est plutôt en noir et Naomi est en rouge, mais avec un peu plus de blanc. Et en fait, dans cette danse langoureuse, on va les voir se transformer. Alors d'abord en geisha et samouraï, on ne sait pas trop, et puis petit à petit, dans une sorte de schéma involutif darwinien, on refait tous les animaux de la création à l'envers, jusqu'à des amphibiens, des invertébrés, et pour aboutir à une forme étrangement protozoaire, mais dans laquelle on lit quand même le désir, la pénétration, comme un yin et un yang, mais en tout cas une forme primale de la libido. Et tout ça, et jamais, à aucun moment, on oublie que c'est Rodolphe et Naomi. Mais Les Rigoles, ce n'est pas la bande dessinée dans laquelle il pousse ce stratagème, j'allais dire, un peu comme si c'était un magicien. Et c'est dans le livre précédent, Les Rigoles, Panthère, qu'on le voit le plus. Alors Panthère, pour résumer, c'est l'histoire d'un animal un peu merveilleux, on ne sait pas vraiment d'où il sort, mais qui va profiter d'un moment de faiblesse dans la vie d'une petite fille pour la soumettre, en fait, comme un prédateur et sa proie. Bret Stephens, dans une interview, a esquissé vaguement justement les sous-entendus de pédophile, enfin donc du prédateur en tout cas. La panthère représente ça, mais bon. C'est très métaphorique, c'est pas ça l'histoire de Panthère, c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que, en fait, là, il pousse à l'extrême parce que les besoins du personnage, c'est un personnage qui est prêt à tout pour séduire la petite fille, et donc qui lui raconte des histoires, qui la bombarde d'histoires et qui change de forme, comme si finalement il allait hypnotiser la petite fille. Et je vais encore citer Bret Stephens, qui, quand il parle de ce personnage dans une interview, il dit la chose suivante. Chaque fois qu'on voit des oreilles pointues et des taches rondes et une queue, on sait que c'est lui. Et du coup, ça laisse le maximum de liberté avec sa forme, qui était nécessaire là, parce que c'est un personnage qui ment constamment. Il ment pendant 120 pages. Donc voilà. Toutes ces digressions ne nous permettent toujours pas de répondre à cette question. Où est le narrateur? Est-ce qu'il est là en Jonah qui débarque? Est-ce que c'est Carmen? En fait, on est toujours aussi perdu dans Les Rigoles qu'au tout début. Et là, je vais convoquer ou invoquer des figures littéraires, parce que voilà, quand on est perdu, on a besoin de se raccrocher à des choses. Donc Flaubert, qui a été qui est un de mes écrivains préférés, et j'ai beaucoup pensé à lui parce que notamment dans sa narration dite impersonnelle. Et je vais reprendre un extrait de sa correspondance avec Louise Collet dans une lettre datée de 1852, où il dit « L'auteur, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part. » Je trouve que ça s'applique admirablement au narrateur des Rigoles. Et un exemple plus récent et bien vivant, c'est Olga Tokarczuk qui, dans son discours de réception du Nobel de littérature en 2018, rêvait d'une instance narrative particulière en 4e personne. Alors, elle explique, elle développe un peu dans son discours, elle dit « Il conviendrait donc de concevoir un mode de narration juste qui éveillerait dans l'esprit du lecteur la perception de la totalité. Une capacité à réunir les fragments en un unique schéma, à découvrir des constellations dans les myriades d'événements. » Alors ça m'a vraiment aidé à appréhender Les Rigoles, puisque finalement, il n'y a pas d'histoire, il y a plein de fragments, et pourtant il y a une espèce de cohérence. Et là, je vais invoquer mon dernier fantôme, donc Walter Benjamin. Je précise que j'ai d'abord développé cette analyse dans un séminaire à l'EHESS, parce que j'ai repris mes études il y a quelques années. Je suis actuellement en 2e année de master d'anthropologie. Et donc, cette présentation des Rigoles s'appuie sur un travail que j'ai fait dans le séminaire Anthropologie et linguistique, animé par Michel de Fornel, Maud Verdier et Francis Zimmermann,
que je salue et remercie chaleureusement pour m'avoir fait découvrir la pensée atypique de Walter Benjamin. Et donc c'était un séminaire sur l'écriture rhapsodique, fragmentaire. Et dans le cadre de ces séminaires, M. Zimmermann avait présenté le livre des passages, qui est vraiment, donc c'est une œuvre inachevée, commencée par Benjamin en 1927, et qui est née, entre autres choses, de sa rencontre avec le surréalisme, les montages des surréalistes, et aussi sa rencontre avec la grande ville, qui était déjà Paris en 1927. Bon, c'est un raccourci un peu facile, mais je me dis que voilà, les rigoles comme Paris, capitale du XIXe siècle, ont été écrites par des visiteurs, des étrangers. Voilà. Et c'est la vision de Paris, de la grande ville, comme la banlieusarde qui débarque de son RER, une espèce de vision, comme une espèce de tentative de refaire du sens dans toute cette profusion d'histoire. Et donc, je ne vais pas me lancer dans l'analyse de Benjamin, mais je vais quand même faire un hommage à sa pensée, en tout cas une illustration et une interprétation. Je vais vous faire passer un petit montage que j'ai fait à base d'images des rigoles et d'images extraites de différents peintres et différents auteurs, et tous en rapport avec la grande ville. Et je vais les faire défiler en lisant un extrait d'un livre que j'adore, qui est La fille aux yeux d'or de Balzac, écrit en 1835. Donc tout ça pour mimer un petit peu le concept d'image dialectique de Benjamin, selon lui, ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. À force de s'intéresser à tout, le Parisien finit par ne s'intéresser à rien. Aucun sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement, elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée. En effet, indifférent la veille à ce dont il s'enivrera le lendemain, le Parisien vit en enfant quel que soit son âge. Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance. Ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu'elle soit de bronze ou de verre, comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa fortune. À Paris, aucun sentiment ne résiste au jet des choses et leur courant oblige à une lutte qui détend les passions. L'amour y est un désir et la haine une velléité. Il n'y a là de vrais parents que le billet de 1000 francs, d'autres amis que le monde de piété. Ce laisser-aller général porte ses fruits et, dans le salon comme dans la rue, personne n'y est de trop. Personne n'y est absolument utile ni absolument nuisible. Les sots et les fripons comme les gens d'esprit ou de probité. Tout y est toléré. Le gouvernement et la guillotine, la religion et le choléra. Vous convenez toujours à ce monde, vous n'y manquez jamais. Qui donc domine en ce pays sans mœurs, sans croyance, sans aucun sentiment? Mais d'où partent et où aboutissent tous les sentiments, toutes les croyances et toutes les mœurs? L'or et le plaisir. Prenez ces deux mots comme une lumière et parcourez cette grande cage de plâtre, cette ruche à ruisseau noir, et suivez-y les serpenteaux de cette pensée qui l'agite, la soulève, la travaille. Donc voici ma lecture dialectique de tout ça. Mais pour revenir aux rigoles, j'ai l'impression, donc c'est juste un début d'analyse, parce que je n'ai pas encore terminé de lire ni le livre des passages ni les rigoles, de lire et de le relire. J'ai l'impression que la forme que Bret Stephens a choisie pour parler de la ville, c'est la forme la plus adéquate pour décrire le chaos qui nous envahit, en fait, le chaos de la ville, mais même de la modernité et cette espèce de narration en apparence chaotique est pour moi la meilleure forme pour décrire ce malaise dans la ville mondialisée
Et j'ai commencé cette présentation par juste une énumération d'objets. Voilà, parce qu'on est, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une accumulation des objets. Et voilà, j'ai suivi aussi les séminaires d'Eva Illouz à l'EHESS, et elle parle de ça très bien, elle parle du néolibéralisme comme du dernier stade du capitalisme, où, entre autres choses, l'extension du domaine de la marchandise s'étend aux expériences et aux émotions. Aujourd'hui, on s'achète un moment de détente entre copines, un moment de décompression. Donc on achète des expériences, vraiment. Et en fait, on ne fait que les accumuler. Et finalement, là, par exemple, donc ça c'est une page des rigoles où Jonah fait défiler des images de ses vacances avec sa copine. Mais tout ça sans aucun sens, sans aucune... Ça n'a ni queue ni tête. Et là, c'est toujours le portable de Jonah, où finalement, donc, avant qu'il ne décide de se rabattre sur les deux prostituées, essaye avec Tinder, avec une application de rencontre, il fait défiler les profils, toutes ces possibilités, tout ce vertige des possibles, en fait, qui nous laisse au final impuissants. Mais je pense que, voilà, face à ce chaos, il y a quand même un peu d'espoir, et notamment dans les histoires. On a besoin d'histoire, je pense, pour vivre. On peut pas, donc, on a besoin de trouver un sens à nos vies. Et là, l'histoire, finalement, dans ce livre où finalement, il ne se passe rien. Bon, il y a un mort à la fin, mais c'est comme il n'a aucune incidence sur la personnalité de Jonah. Et finalement, dans ce chaos d'accumulation d'expériences et de scénettes, il n'y a que le personnage de Dominique le taxi, qui, dans son taxi, prend successivement les trois personnages. Et c'est un peu comme... Voilà, ça revient, c'est des scènes, les scènes du taxi reviennent comme ça, comme les contes enchâssés des Mille et une nuits. Et d'ailleurs, il y a une référence explicite à la caverne d'Ali Baba. Et comment est-ce que Dominique raconte ses histoires? En fait, ça se passe toujours de la même manière. Le personnage arrive dans le taxi, regarde, tiens, c'est quoi ce squelette qui pendouille à ton rétroviseur? Et en fait, Dominique va improviser pour chacun de ses passagers une histoire différente. Alors, en fonction de ce que le passager attend, de l'aventure, de la distraction, ou oui, une échappatoire. Mais en fait, grâce à Dominique, on renoue avec le plaisir de raconter des histoires, même si elles ne sont pas vraies. Mais finalement, voilà, entre la fantasmagorie de la ville mondialisée et finalement les Mille et une nuits, qu'est-ce qui est le plus vrai finalement dans notre perception de la réalité? Et donc, Dominique fait la liaison. Selon les mots de Bret Stephens dans une autre interview, elle fait entrer le conte, l'aventure, dans un livre où il n'y a pas d'aventure. Où finalement, dans une ville, c'est le paradoxe de cette société de consommation, on cherche l'aventure, mais il ne faut surtout pas être surpris. Et là, est surpris et émerveillé. Et là, avec ces contes enchâssés, Dominique remet du conte et de l'aventure et des histoires dans un monde qui ne fait aucun sens. Et d'ailleurs, c'est ça qui scotche Victoria. C'est pour ça que Victoria n'ose pas aller en boîte de nuit et préfère rester dans le taxi de Dominique pour écouter ces histoires. Elle a une phrase, Victoria, dans le livre, qui me semble assez représentative de ça. Elle dit, dites, vous ne trouvez pas que ça, c'est toujours la meilleure partie de la soirée? Dans le taxi, à l'abri de tout, entre le point A et le point B. Et voilà, je pense que ça résume vraiment tout le livre. Nous sommes les passagers d'un taxi dans une ville chaotique et nous racontons des histoires. Et donc Dominique, finalement, alors dans Les Rigoles, toutes ces histoires qui durent entre 5, 10, voire 20 pages, j'ai l'impression que ces histoires servent surtout à retarder la fin du livre, comme chez Sherazade, la menace de la mort. Et donc c'est vraiment une réflexion que je me suis faite. Est-ce que finalement, est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons tous, nous autres, les raconteurs d'histoires? Je vous remercie. Un immense merci à Aurélia Aurita pour cette lecture fouillée. Celles et ceux qui n'ont pas lu Les Rigoles vont se précipiter et
Ceux qui, comme moi, l'ont déjà lu, vont le relire en se disant qu'on a laissé échapper beaucoup de choses grâce au caractère envoûtant et pictural de l'album. Il est bien nécessaire de se rappeler, comme tu nous l'as fait, que c'est un carrefour d'images, d'idées, et un livre que l'on lit et dans lequel on se promène. Donc c'était vraiment une très belle expérience. La semaine prochaine, mardi 13 décembre, la séance sera un tout petit peu inhabituelle. Nous aurons en effet 2 intervenants en plus du cours. Il y aura Tristan Garcia, dont vous aviez regretté l'absence, Tristan Garcia qui devait nous présenter Phénix de Tezuka et qui, ressuscité du Covid, sera là pour nous en parler. Et il y aura aussi Thierry Grunstein, immense spécialiste de la bande dessinée, historien et critique, qui évoquera le garage hermétique de Jerry Cornelius, alias Major Fatal, de Möbius. Quant à moi, je parlerai non plus cette fois du scénario, mais des pouvoirs du dessin, et ce sera intéressant puisque ce sera suivi par 2 interventions sur 2 dessins totalement différents, celui de Tezuka et celui de Möbius. Pour éviter de vous assommer, à la veille des fêtes, chacun réduira un tout petit peu son temps de parole, donc ce seront 3 interventions de 45 minutes qui nous permettront de terminer la séance à 12h30. Vous voilà rassurés, et puis il y aura une petite interruption et nous reprendrons le 10 janvier. Voilà, donc je vous remercie une fois encore de votre fidélité. Je rappelle que 4 ou 5 jours après les séances, grâce à l'obligeance des services techniques du Collège de France, les cours comme les séminaires sont disponibles en ligne. Voilà. Et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.